Je vais d'abord vous poser une question, Monsieur Maillard, à propos de l'économie circulaire pour un groupe historique des déchets, on va dire. Historiquement, je sais, certainement vous allez me corriger, mais historiquement, c'est comme ça que vous êtes, de l'eau et des déchets. Qu'est-ce que ça veut dire économie circulaire pour un industriel comme vous ? Si vous voulez, nous, on a l'impression de le pratiquer au quotidien. Parce qu'en fait, un groupe comme le nôtre, qui se consacre à deux métiers, les métiers de l'eau et les métiers des déchets, on est apporteur de solutions. Apporteur de solutions et de services pour les collectivités, pour les entreprises, dans les territoires où on exerce. Et donc, finalement, quand on parle d'économie circulaire, eh bien, nos solutions doivent contribuer à cette évolution parce que les citoyens, la réglementation, les clients, collectivités d'entreprise demandent des solutions qui participent à ça. Alors ça veut dire concrètement contribuer au travers de solutions à cette évolution. Et alors nous on a deux exemples assez banals mais qui illustrent ce que ça veut dire. Moi je n'ai plus le droit de parler de gestion de déchets. Moi je m'appelle recyclage et valorisation. C'est pour ça que je dis que vous alliez me corriger. Mais... Ben voilà, moi je m'appelle recyclage et valorisation, alors c'est un peu long, mais c'est juste pour traduire pour les 18 000 collaborateurs français que représente l'activité en France, que finalement, nous faisons bien sûr de la gestion de déchets. Mais ce que nous faisons tous les jours, c'est de contribuer au recyclage et à la valorisation des déchets produits par les ménages, les citoyens, les entreprises, en les transformant en énergie, en matière, ou en électricité, ou en biogaz, ou en compost, en refaisant quelque chose des déchets. Donc ça, c'est la première illustration. Et puis la deuxième, le groupe a choisi comme, je dirais, ambition commune pour nos deux métiers, la révolution de la ressource. Et donc on demande à nos 80 000 collaborateurs d'être prêts pour la révolution de la ressource. Évolution de la ressource en eau, on sait qu'il faut la préserver. Et puis la ressource, le déchet est une ressource. C'est cette fameuse formule que vous connaissez, les déchets des uns sont les ressources pour les autres. Mais c'est ce que on essaye de, je dirais, traduire au quotidien, dans nos solutions, dans nos services. Je peux quand même témoigner de l'évolution de grands industriels effectivement dans l'intégration, j'aurais tendance à dire, de l'amont à l'aval de ces problématiques. Nous, on aime beaucoup les partenariats et les associations mêlant des expertises et des intérêts communs. Et j'ai toujours pour habitude de prendre 2-3 exemples. Le premier, c'est par exemple avec Airbus. Nous sommes en train avec eux, à Tarbes, de démanteler des avions. S'ils sont associés au démantèlement des avions, c'est parce qu'ils veulent intégrer dans la conception de leurs avions comment faciliter le démantèlement demain. Puisqu'on sait qu'il y a toute une gamme d'avions. Les premiers avions arrivent en fin de vie, et donc on a un champ d'avions à démanteler qui est considérable. Donc ça, c'est un premier exemple. Et je voudrais en donner un deuxième avec Renault. Renault, nous sommes partenaires pour la déconstruction des véhicules. C'est pareil, on a une co-entreprise qui s'appelle Indra pour arriver à 95% de recyclage matière en poids des véhicules. On est à 93%. Et si Renault et Suez se sont associés, c'est bien dans l'idée de favoriser cette prise en compte dès la conception des véhicules et dans leur démantèlement des enjeux que vous avez évoqués. Donc ça avance, pas dans tous les domaines, mais quand même globalement de façon assez volontariste. Et nous, on aime bien coupler les expertises des groupes, nous comme recycleurs, valorisateurs, et d'autres comme producteurs. Alors, c'était pas prévu, mais je me suis permis. Non, mais c'est tout à fait permis, bien entendu, et même souhaité. Mais vous avez mentionné une évolution de vos métiers, et moi je voudrais vous parler, c'est évidemment intimement lié, de l'évolution de votre modèle économique, parce que historiquement, votre modèle économique il était fondé sur des volumes de déchets, récoltés, retraités, etc. Si demain, après-demain, il y a beaucoup moins de déchets, voire plus du tout, comment évolue votre modèle ? Alors le modèle économique, il évolue sous les deux aspects. Premièrement, effectivement, de moins en moins de volume généré. Mais j'aurais tendance à dire c'est l'évolution générale de l'ensemble du secteur des utilities. Dans le domaine de l'eau, il y a moins de mètres cubes qui sont consommés. La préservation, c'est de consommer moins de mètres cubes. Dans l'électricité, le premier kilowatt qu'on veut économiser, c'est celui qu'on ne consomme pas. Donc nos métiers doivent intégrer finalement cette réalité dans la manière dont on tarife nos services,
dont on gère nos prestations. Ça, c'est une première réalité. La deuxième réalité, qui est plus difficile à comprendre, c'est cette idée que le recyclage n'a pas complètement sa viabilité économique dans tous les domaines. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois difficile à expliquer. Il y a toujours cette impression que le recyclage, c'est un peu la poule aux œufs d'or et qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. Ce n'est ni exact ni complètement faux. Ça dépend un peu, en fait. Ça dépend largement, et je vais juste vous prendre un exemple. Aujourd'hui, le PET, qui est un des plastiques les plus couramment utilisés pour les bouteilles d'eau, le PET vierge coûte 800 € la tonne à produire, compte tenu des prix du pétrole qui sont extrêmement bas. Ça dépend énormément des prix du pétrole. Le PET recyclé, ça coûte 1 000 €. Pourquoi voulez-vous qu'un industriel, quelle que soit sa politique volontariste en matière de développement durable, intègre substantiellement et significativement du PET recyclé quand il y a un tel écart? Et donc, c'est une réalité que le monde du recyclage, et encore une fois, quelle que soit la taille des entreprises, que ce soit des PME ou des groupes comme nous de taille plus importante, à laquelle nous sommes confrontés, et qui nous fait penser que pour rendre encore plus, je dirais, visible et donner une durabilité à ces métiers, il nous faut travailler sur plusieurs axes. Le premier, c'est par exemple inciter ou obliger à incorporer un pourcentage de produits recyclés dans des produits neufs. Donc la réglementation. Ça peut être un aspect réglementaire. Alors, vous allez me dire, les entreprises qui demandent plus de réglementation, effectivement, ce n'est pas tout à fait à la mode, mais c'est simplement, si on veut favoriser ce domaine du recyclage, ça peut être une des recettes. Le deuxième, ça peut être c'est une idée qui a été évoquée à un moment, d'avoir des taux de TVA réduits si vos produits sont essentiellement recyclés ou produits à partir de produits recyclés. Et puis il y en a un troisième, et les axes ne sont pas exclusifs les uns des autres, auxquels on est extrêmement attaché, c'est qu'il y a un prix du carbone. Oui. Parce que si vous mettez un prix au carbone, eh bien dans ce cas-là, quel que soit le cours du pétrole, quel que soit le cours du pétrole, du coup les comparaisons sur l'intérêt d'un produit recyclé, d'un plastique recyclé, sont complètement bouleversées. Et donc on pousse, on milite pour que tout ou partie de ces mesures puissent être intégrées de façon à encore plus ancrer et faciliter le recyclage. Ça vous a peut-être, vous n'avez peut-être pas remarqué, en 2015, la Fédération du monde du recyclage a annoncé que pour la première fois, elle était en baisse d'emploi et en baisse d'activité, compte tenu des prix des matières premières vierges qui sont très bas. C'est une première. Alors qu'on a l'impression que le recyclage est la voie vers le futur, et on le sait, et on y contribue. Mais la partie économique n'est pas encore complètement installée.